Bonjour, j'ai invité cette semaine Thierry Lenz, le directeur de la Fondation Napoléon, à l'occasion d'une exposition au musée de l'armée sur Napoléon et l'Europe, et Jean-Hervé Lorenzi, qui est président du Cercle des économistes, pour parler de la situation économique du pays. Thierry Lenz, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes directeur de la Fondation Napoléon, donc totalement dédié à la mémoire de Napoléon. Ce pourquoi vous publiez un petit livre sans questions sur Napoléon aux éditions La Boétie. D'ailleurs, c'est toujours surprenant de voir chaque année, alors vous-même, on ne va pas douter de vos qualifications, mais chaque année, il y a un ouvrage de plus, des ouvrages de plus sur Napoléon, pas seulement en France, mais partout ailleurs. Donc c'est un flot ininterrompu. Oui, je suis un peu coupable de ça aussi, mais en tout cas au moins une fois par an. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui continue à intéresser les gens et qui peut aussi être réécrit. Je veux dire, chaque époque a son Napoléon. Et le Napoléon de notre époque n'est pas le même que celui d'il y a 60 ans. Et au fond, ça montre bien que c'est un personnage qui reste d'actualité, on va dire. Alors, s'agissant de l'actualité, il y a donc une exposition au musée de l'armée intitulée Napoléon et l'Europe, qui est donc le musée de l'armée, c'est aux Invalides à Paris. C'est une occasion pour nous, au fond, de regarder comment Napoléon était regardé hier, comme une espèce de monstre, d'ogre, tout ce qu'on voudra. Donc il y a trace de cela évidemment. Et comment il est regardé aujourd'hui en Europe. Ce sont deux choses probablement différentes. Oui, en fait, il y a les deux parties de ce personnage qui est bien sûr une somme de paradoxes, de surprises, etc. La première, c'est sa conquête de l'Europe. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Quel était son projet européen? Comment il a réussi beaucoup de choses? Ça va être la première partie de l'exposition. Puis la deuxième, ce sont, après les collaborations, si je puis dire, les résistances à Napoléon. Et là, il y a effectivement toute une série de présentations d'époque, les célèbres caricatures anglaise bien sûr, mais aussi des témoignages sur certaines révoltes au Tyrol, en Italie du Nord, etc., qui ont essayé de secouer ce que certains Européens appellent le joug français, et ce que les Français ont longtemps appelé une résistance aux idées de la Révolution française. Voilà, oui, parce qu'il y a évidemment ces deux lectures qu'on pouvait déjà regarder du côté des historiens italiens, qui ont beaucoup fait ce va-et-vient. Là, ce qui est intéressant sur l'exposition, c'est qu'au fond, on voit commencer d'apparaître la question allemande. Oui, c'est là qu'elle surgit au fond, parce que Napoléon a en main, à l'époque, probablement les moyens de l'unité allemande, et en fait, ça n'est pas ce qu'il va faire. Oui, d'ailleurs, l'exposition des Invalides est une suite ou une version francisée d'une exposition qui a eu lieu à Bonn il y a 3 ans et qui s'appelait Napoléon, Traum und Trauma, le rêve et la blessure. Donc on voit bien que même dans la transposition française, si l'on veut, de cette exposition, les aspects allemands sont restés extrêmement vivaces, si l'on veut, et ça permet en même temps, au-delà de Napoléon, de réfléchir à ce qu'était l'Allemagne à ce moment-là, ce qu'elle est devenue plus tard, de telle sorte que le visiteur puisse comprendre que l'Allemagne de Napoléon, ça n'est pas l'Allemagne de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire une Allemagne grosso modo prussienne, prise en main par la Prusse, que c'est une Allemagne rhénane, donc une Allemagne de culture, une Allemagne extrêmement francophile, d'ailleurs tellement francophile que les annexions de certains départements allemands ont grosso modo assez bien réussi. Et simplement, le regard d'aujourd'hui est nécessairement biaisé ou faussé parce que soit on fait de Napoléon une sorte d'Hitler avant l'heure, et ça c'est une vision des choses évidemment, qui mettra l'accent sur les morts, sur les guerres, etc. Soit on voudrait en faire, on voudrait lui attribuer quelque chose qu'il n'avait pas, c'est-à-dire une forme d'anticipation d'unité de l'Europe. Alors que l'unité de l'Europe, c'est quelque chose que nous cherchons depuis seulement 1945 ou 1950 même plus précisément, c'est-à-dire c'est finalement extrêmement récent. Oui, ce qui est difficile en ce moment, par exemple, on pose beaucoup la question de Napoléon a-t-il voulu faire l'Europe, quoi. Alors la réponse qu'on peut donner, c'est que il a voulu faire l'Europe à la façon de son temps.
comme les Espagnols avaient voulu le faire quelques siècles plus tôt, comme Louis XIV avait voulu le faire, comme lui a voulu le faire, comme d'autres après ont voulu le faire. C'est-à-dire par la guerre. Par la guerre. Comme vous le disiez, ça fait 60 ans qu'on essaie de faire l'Europe par la négociation, et par la paix, le compromis, la paix, les bisous. C'est totalement inédit dans l'histoire. Totalement inédit. Les 2500 ans qui ont précédé sont des années, des temps de guerre et de recherche d'une prépondérance par l'une ou l'autre nation au travers de la domination militaire. Je dirais que le fait que Napoléon ait eu cette ambition de prépondérance ne dédouane pas les autres puissances de leurs responsabilités, notamment pas l'Angleterre, par exemple, qui surveille le continent européen afin d'y instaurer ce qu'elle appelle l'équilibre. Ils ont trouvé un terme formidable. C'est-à-dire le désordre. C'est-à-dire le désordre, c'est-à-dire la séparation des nations européennes, de telle sorte que, puisque pour un Anglais, la politique et l'économie, c'est la même chose, les marchés soient un petit peu, je dirais, mobiles et mouvants. On retrouve ça jusque chez Margaret Thatcher, qui a été célébrée à l'occasion de sa mort, de son décès, mais qui, au moment de l'unité allemande, a bataillé tant et plus pour empêcher Helmut Kohl et François Mitterrand de s'accorder sur l'unité allemande. L'obsession anglaise était encore là, la même que 2 siècles auparavant. Enfin, vous le savez sans doute même mieux que moi, il y a une grande continuité dans les stratégies diplomatiques des puissances. Et l'Angleterre, au fond, n'a pas tellement modifié sa politique depuis plusieurs siècles, puisqu'elle considère que puisque pour un Anglais, encore une fois, l'économie, la politique, c'est la même chose, elle considère que son économie fonctionnera mieux si le continent européen est divisé, d'où, par exemple, la course à l'élargissement, qui est toujours accueilli à bras ouverts par l'Angleterre. En Bretagne, bien sûr. Alors vous-même qui observez, j'allais dire, à la fois le culte, la mémoire, l'historiographie napoléonienne, n'êtes-vous pas frappé par le fait qu'au fond, on arrive à une situation paradoxale où Napoléon est plus commémoré, regardé, célébré, parfois pour des raisons de nationalisme exacerbé, comme en Russie, où l'on vient de célébrer l'année 1812, beaucoup plus hors des frontières de l'Hexagone que dans l'Hexagone lui-même, où on a un peu l'impression qu'on cache, ou qu'on cacherait cet héritage-là. C'est un peu le paradoxe de la superstructure dans notre pays, c'est-à-dire que à la fois, quand on compare un homme politique, par exemple à Napoléon, c'est jamais pour lui faire plaisir, et puis par ailleurs, les mêmes se précipitent dans leur bibliothèque. C'est toujours pour dénoncer une possible atteinte aux libertés. Voilà, et les mêmes se précipitent dans leur bibliothèque, lisent des livres sur Napoléon, vont voir les expositions sur Napoléon, sont des fanatiques de Napoléon, au fond un peu comme la population française, c'est-à-dire que vous signaliez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de livres, mais bon, nous, on a une bibliothèque, on a des sites internet, etc. On n'imagine pas à quel point ces lieux sont fréquentés par des gens qui changent un peu par rapport à il y a une soixantaine d'années. On était très fanamili, je dirais, dans les années 50-60 et bien sûr avant. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus aux aspects sociaux, on revisite les aspects diplomatiques, les aspects de politique intérieure, et c'est, je dirais, ce que je vous disais tout à l'heure, un peu de nouvelle génération qui vont s'intéresser à Napoléon et qui vont donc s'y intéresser sous un autre angle. Et qui vont le voir comment ? Quelle figure est en train de se dessiner aujourd'hui? Moi, très longtemps, j'ai cru que la séparation entre la politique extérieure de Napoléon et sa politique intérieure était artificielle. Et en réalité, plus j'avance dans l'étude de ces sujets, plus je confirme qu'il faut bien sûr séparer les deux. Et pour une simple raison qui va en étonner plus d'un, c'est que à l'intérieur, il y avait des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, Napoléon n'a pas instauré une dictature militaire, du totalitarisme, comme disent parfois les anglo-saxons, mais ont subsisté des pouvoirs d'empêcher extrêmement puissants à l'intérieur, ce qui fait que, il a été obligé toujours de chercher, non pas un compromis quand même, mais au moins une synthèse à l'intérieur. Ce qui n'est pas du tout le cas en politique extérieure, où à partir de 1805, il fait à peu près ce qu'il veut, et comme il a une imagination débordante et pas toujours très cohérente par rapport au but, c'est à l'extérieur qu'on arrive à la catastrophe. C'est peut-être à partir du moment d'ailleurs où il fait ce qu'il veut qu'il va à l'échec. Voilà, mais bien sûr, bien sûr. C'est un homme qui, en politique étrangère, ne connaît que le mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a à aucun moment des temps de respiration au cours desquels on va affermir les situations, on va approfondir les alliances, etc. Vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure. C'est très frappant dans la politique allemande. L'Allemagne, jusqu'à la fin du 19e siècle, est l'allié naturel de la France en Europe. Elle l'est redevenue, heureusement, aujourd'hui, mais c'est l'allié naturel
de la France en Europe. Napoléon le sait, ses prédécesseurs le savaient, et pourtant, comme vous l'avez signalé, il ne fait rien pour favoriser l'émergence de cette tierce Allemagne, ni autrichienne, ni prussienne, qui aurait été le meilleur allié de la France en Europe. Et si on continue dans l'inventaire des erreurs, il y a évidemment les opérations militaires qu'il n'aurait jamais dû lancer, mais qui sont dues à finalement une forme d'aveuglement à cause de cette nécessité de mouvement permanent, donc défaut de réflexion stratégique finalement. Oui, et aussi pression de l'Angleterre, c'est-à-dire qu'il y a eu à plusieurs moments des possibilités de négocier, mais au fond, les Anglais ne pouvaient pas négocier en renonçant à leur objectif essentiel qui était la division du continent. Donc tant que la France était prépondérante sur le continent, l'accord était très très difficile avec les Anglais. Puis il y a aussi le fait que Napoléon est un peu un joueur de poker en politique étrangère. Par exemple, la guerre d'Espagne, c'est une magnifique opération, conquérir un pays sans tirer un coup de fusil. Simplement, on s'est juste trompé sur la population espagnole, ses élites, qui n'en voulaient pas. La Russie, évidemment, qu'allait-il faire dans cette galère? Bon, aujourd'hui, on sait, parce qu'il y a eu un très gros travail historiographique l'année dernière sur la campagne de Russie, qu'en fait, le tsar attire un petit peu Napoléon dans un piège, mais le fait d'y tomber prouve bien quand même que l'empereur n'avait pas vraiment réfléchi aux conséquences. Et in fine, donc, est-ce que ça n'est pas une période, au fond, où la France va commencer de prendre du retard dans la révolution qui se joue? Je veux dire, on a l'impression, pour le coup, que Napoléon prolonge une France du XVIIIe siècle, alors que d'autres sont en plein XIXe, et que l'industrialisation commence, en Grande-Bretagne notamment, et commence là, ici, à ce moment-là, un retard français. Oui, alors le retard existait déjà avant la Révolution. Ce qui est probablement le plus grave au niveau de la place de la France dans le monde, disons les mots comme ça, c'est que avec Waterloo et surtout le Congrès de Vienne qui suit, c'est la fin de l'affaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rivalité avec l'Angleterre. L'Angleterre n'a même plus de rivaux et va être au XIXe siècle une puissance qu'on n'imagine pas aujourd'hui. C'est-à-dire, véritablement, elle va faire la pluie et le beau temps, et y compris lorsque la politique extérieure française va reprendre un peu de poil de la bête, si l'on veut dire, jamais plus rien ne sera entrepris sans l'autorisation des Anglais. Et ça, c'est la fin de la prépondérance française en Europe. Je veux dire, la grandeur de la France, dont on parle souvent, s'arrête très probablement à la fin du Congrès de Vienne. Alors l'objectif était de faire devenir ce pays un pays paisible, en paix avec ses voisins, etc. Alors là, c'est pas non plus complètement réussi, mais je dirais que le grand moment de la puissance française, même après la Première Guerre mondiale, a été à ce moment-là, c'est-à-dire, disons, le 18e et le début du 19e siècle, mais c'est brutalement arrêté avec l'acte final du Congrès de Vienne. Waterloo et le Congrès de Vienne. Merci Thierry Lenz. Donc, je rappelle qu'il y a donc 2 rendez-vous. Il y a un rendez-vous au Musée des Invalides pour celles et ceux qui peuvent y aller, Napoléon et l'Europe. C'est intéressant parce qu'on voit vraiment le regard critique des autres Européens sur cette partie de notre histoire. Et puis il y a ce petit livre que vous avez publié, 100 questions sur Napoléon. Avec les réponses. Avec les réponses, mais qui montre surtout qu'on peut renouveler le genre absolument en permanence en prenant des questions très vastes, comme celles que l'on vient d'évoquer, mais aussi des questions petite. Pourquoi Napoléon était-il vraiment petit? C'est une de vos questions. Et il n'était pas petit, il faisait 1,69 m à peu près, ce qui était la taille moyenne des Français de l'époque. Donc il était moyen. 100 questions sur Napoléon, donc c'est édité chez La Boétie. Merci Thierry Lenz. Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous présidez le Cercle des économistes et donc vous observez la scène économique. Vous préparez d'ailleurs votre rencontre annuelle d'Aix-en-Provence, sur lequel nous reviendrons, qui est toujours une sorte de grand rendez-vous et de moment de réflexion précisément sur l'état de l'économie, pas seulement française mais au-delà des frontières. Avant d'avoir votre diagnostic sur ce qui pourrait être fait face à ce qui domine l'actualité, qui est évidemment la montée du chômage en France et en Europe, sur tout le territoire de l'Union européenne. Est-ce qu'à vos yeux, il y a un décalage aujourd'hui entre cette espèce de catastrophisme ambiant qui nous saisit en ouvrant la radio, en achetant les journaux, en regardant la télé, et la réalité économique du pays? Oui, parce que les chiffres ne sont pas très bons. Ils sont d'ailleurs, globalement, à l'échelle mondiale,
en ralentissement assez net. En gros, la croissance mondiale dans les très très belles années, c'était pas loin de 5%, et aujourd'hui c'est la moitié. Donc il y a quand même un ralentissement assez significatif. En France, les chiffres sont un peu plus mauvais qu'ailleurs. Ceci n'est d'ailleurs pas lié au tout dernier mois, mais ça fait 10 ans que quand même on s'y prend mal. Au fond, le discours ambiant est quand même très excessif par rapport à la réalité. Alors ça, ce ne serait pas au fond si dramatique que ça, parce que c'est une habitude française de toujours voir tout de manière très négative. Mais c'est vrai que ça empêche de voir les solutions dans une situation particulièrement délicate, puisqu'il faut à la fois préparer l'avenir et au fond essayer de franchir les mois qui viennent sans crise sociale majeure. Alors il y a deux théâtres importants. Il y a d'abord le théâtre européen, dont nous dépendons, comme tout le monde, y compris l'Allemagne, et puis il y a le théâtre purement, strictement national. Avant le théâtre national, sur le terrain européen, la presse britannique notamment souligne le fait qu'au fond, il est normal que la croissance soit faible, voire en récession dans certains pays de l'Europe continentale, parce que la Banque centrale n'est pas suffisamment active, comme elle peut l'être aux États-Unis par exemple. Est-ce que c'est un jugement pertinent? Oui, c'est un jugement pertinent. En fait, c'est simplement la règle qu'on s'est fixée, et donc on ne peut pas reprocher finalement à la Banque centrale de respecter sa règle, sachant qu'elle a à sa tête, ça c'est la chance européenne, un homme particulièrement avisé, et il vient de chez Goldman Sachs, rien ne l'étonne lui. Donc il a trouvé les mots qu'il fallait l'été dernier pour arriver à calmer le jeu, sachant qu'il est... Au fond, il était très obsédé, et c'était une bonne nouvelle pour son pays, d'essayer d'éviter à l'Italie une récession trop brutale. Elle a quand même eu, enfin disons, une difficulté encore plus grave. Donc il a été très habile. Aujourd'hui, tout est un peu en panne. Tout était lié aux élections allemandes et au sentiment que c'est de là devront venir les nouvelles orientations. En plus, chacun sait aujourd'hui qu'on va changer la politique en Europe. On va la changer parce que on est dans un équilibre qui n'est pas un bon équilibre. Évidemment, il faut réduire le déficit, et évidemment que lorsqu'on réduit trop rapidement le déficit, les effets sont contre-productifs par rapport à la réduction des déficits. Donc il faut trouver un nouvel équilibre. On va le trouver. Chaque jour qui passe est un jour qui est négatif. Il l'est pour nous. Il l'est pour l'Europe du Sud. Et il est pour l'Allemagne aussi, qui commence à ralentir du fait du ralentissement des autres. Il est pour l'Allemagne qui ralentit à la fois du ralentissement européen, à la fois du ralentissement de l'économie mondiale et à la fois de la politique hyperactive des Japonais, qui en fait sont des gros compétiteurs. Mais regardez, quand François Hollande plaidait pour une politique de relance en Europe, on voit qu'elle tarde à se mettre en place, mais les uns et les autres commencent à y arriver progressivement. Et lorsqu'il mettait en cause la politique de change, ou l'absence de politique de change en Europe, qui faisait qu'on a un euro surévalué, ou qu'on peut considérer comme surévalué, il a suffi que les Japonais se mettent à faire baisser le yen pour qu'on se rende compte que peut-être nous privions de cette arme. Alors, le diagnostic était bon. Sans aucun doute, donc ça il faut tout à fait rendre au diagnostic de François Hollande avant son élection une sorte de vision très très forte. Après, la mise en œuvre et du plan dit de relance européen, moi j'ai entendu hier ou avant-hier Jacques Attali sortir qu'il fallait un investissement de 1500 milliards d'euros en Europe. Évidemment que c'est une des solutions. Il faut absolument non seulement qu'on détende au fond les tensions sur les règles de réduction de déficit, sur le rôle de la Banque centrale européenne, et il faut investir massivement en Europe sur de l'argent privé. Nous avons encore beaucoup d'argent privé avec des garanties. Le seul mot qui compte, c'est que on garantisse le fait qu'on va créer des lignes de très haut débit, des lignes de transport. On va au fond, développer ce que Delors avait évoqué il y a maintenant 15 ans, il faut le faire, c'est urgent. Ça l'était à l'époque de Delors, c'est maintenant une des solutions pour relancer l'Europe. Donc sur ce plan-là,
il y a un gap entre le diagnostic qui était bon et la mise en œuvre qui était assez limitée, une centaine de milliards d'euros. Surtout François Hollande, toujours lui, se plaignait à la télévision de la lenteur des processus européens. Vous disiez vous-même, les choses se mettent en place pour un changement de l'attitude et de la politique européenne, notamment soit via la Banque centrale, soit via les États eux-mêmes. Alors qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque un leader fédérateur? Est-ce qu'il manque une volonté? Parce qu'en effet, il y a ce hiatus permanent entre, on voit que des choses avancent petit à petit, mais vraiment petit à petit, alors que les opinions ont un sentiment d'urgence de plus en plus exacerbé. Il y a peut-être au fond deux choses. Il y a un peu une confusion de sujets, c'est-à-dire qu'on veut traiter le sujet, j'allais dire, de la gouvernance européenne en un seul coup. Chacun sait qu'il faudra des années, que c'est comme ça. Et puis il y a l'urgence de recréer de la croissance. On ne peut pas bouger dans un pays s'il n'y a pas de croissance. On cite toujours, on va parler tout à l'heure de la France et de déficit budgétaire, on cite toujours le cas de la Suède et du Canada, mais ils ont été très actifs en même temps. En même temps qu'ils réorganisaient leur appareil d'État, ils jouaient sur des dévaluations extrêmement importantes de leur monnaie et des politiques très actives. Donc il faut redonner à l'Europe non seulement une perspective et au fond de la bonne gestion. Moi, je pense que sur ce plan, on avance plutôt bien, mais il faut maintenant mettre plusieurs centaines de milliards d'euros sur la table pour recréer de la croissance, parce que sinon, on ne fera rien. C'est maintenant ça le sujet de l'urgence. Et ça, objectivement, on ne le fait pas. Alors, sur la scène nationale aujourd'hui, que peuvent dire des économistes, vous-même, au gouvernement, compte tenu du fait qu'on a le sentiment que des choses ont été posées, compétitivité, flexibilité du marché du travail, même si le mot n'est jamais prononcé, la réalité est celle de l'accord entre patronat et syndicats, des mesures longues dont les effets seront nécessairement pas avant une sorte de moyen terme. Qu'est-ce qui manque à ce gouvernement aujourd'hui pour recréer un déclic dans le pays, alors qu'on voit bien qu'une part des acteurs économiques, soit pour des raisons qui peuvent être politiques, soit pour des raisons de défiance sur la ligne suivie, ne bouge plus, ou comme si le pays était à l'arrêt. C'est-à-dire que dans les politiques économiques, il y a beaucoup de symbolique. Quand on regarde au fond le succès d'Obama, qui, quand on regardera bien, n'a pas été sur ce point-là si exceptionnel que ça, mais il aura donné le sentiment qu'il redonnait confiance à son pays. Donc il y a une erreur dès le départ, c'est qu'on ne peut pas faire fonctionner un pays contre les gens qui créent ces entreprises. Ça n'a pas de sens. Donc il y a eu des phrases malheureuses des uns et des autres. Moi, je crois que tout ça peut se réparer, donc je ne suis pas du tout en train de considérer que c'est catastrophique, mais au fond, il faut rétablir de la confiance. Il faut peut-être fixer 3-4 principes assez simples, qu'on ne va plus toucher aux impôts. Je crois que tous les Français, sans exception, sont par-dessus la tête des histoires d'impôts qui sont rediscutés toutes les semaines, surtout que finalement, comme il y a des lobbies, il y a des ceci et cela, on est en France, hein. Donc tout le monde on revient sur les décisions. Il faut vraisemblablement être beaucoup plus clair sur les réductions de dépenses, et vraisemblablement avec une détermination et une intelligence. Moi, je trouvais qu'il y avait un bon argument quand on disait il ne faut pas remplacer finalement tous les départs à la retraite de manière j'allais dire automatique, c'était une manière au fond de nier de la politique. Il y a des domaines où il y a évidemment trop de monde, il y a des domaines où il n'y a pas assez de monde. Il faut le faire de manière intelligente, peut-être en réorganisant l'État. Ça, c'est le deuxième point, et je pense qu'il y a un doute profond sur la réalité de la réduction des dépenses publiques. On en parle beaucoup, mais personne ne les voit vraiment apparaître. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et puis je crois qu'il faut à la fois vraisemblablement, j'allais dire, peut-être modifier le discours sur les réductions et sur la réduction de déficit public. On a vu que les chiffres ont changé. Je pense qu'il vaut mieux être prudent. Il vaut mieux dire que cette année, on fera 0%, l'année prochaine, 0,5%. Se laisser enfermer dans des batailles de chiffres, c'est être vaincu, quoi qu'il arrive, de toute façon. Parce que, et je pense qu'il vaut mieux arrêter sur ce point-là. Savoir que 2014 sera vraisemblablement difficile, les chiffres sont annoncés, ne sont pas réalistes, donc de la même manière. Donc tout ça décrédibilise un peu l'action finalement qui n'est pas du tout négative, et je trouve que
trompe en sortant des chiffres qui sont en réalité tout de suite remis en cause par tout le monde. Donc c'est un jeu en France, hein, donc personne ne croit vraiment que l'État ne raconte pas finalement des contre-vérités. Et donc je pense, et dernier aspect, je crois qu'il faut, avec l'Europe, sortir un programme d'investissement. Il faut trouver des modalités en utilisant nos deux atouts. Nous avons un premier atout, c'est que nous avons une épargne des particuliers qui est importante. Il faut l'utiliser de manière, et la garantir, de manière astucieuse. Je prends un exemple. J'entends que on va mettre 10 ans pour faire des réseaux de haute définition. Oui. Si on veut parler à la jeunesse, il faut dire on fait ça 3 ans, comme les Coréens. On n'a pas besoin de 10 ans pour décider qu'à Mont-de-Marsan, tout le monde aura du très haut débit. Donc il y a plusieurs trucs qui sont symboliques. Je pense qu'il faut aussi aider réellement les TPE. Peut-être faut-il une vraie mesure dans le genre. C'est les très petites entreprises. Très petites entreprises. C'est quand même, on a une jeunesse à cette deuxième vallée qui est très active. C'est ça le paradoxe français. Il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises en même temps dans le pays. Oui. C'est ça qui est tout de même très paradoxal. Alors qu'on a le sentiment que tout le monde est en marche arrière. Non. Vous l'évoquiez dès le début, il y a une espèce d'étouffoir qui est ce discours politique très catastrophique, très de manière excessive. Il y a une sorte de, j'allais dire, de manque de clarté et de simplification, de simplicité dans le discours politique. Peut-être faut-il que Bercy, il n'y ait pas 7 ministres, mais peut-être deux. Mais ces 7 ministres, c'est quand même... Il y en a probablement 6 de trop ou 5 de trop. Il y en a récemment 6 de trop. On ne va pas se faire que des amis. Et puis jouer sur nos atouts, notre jeunesse qui est prête à créer beaucoup d'entreprises, mais peut-être faut-il supprimer les cotisations sociales. Enfin voilà. Juste un mot avant de se quitter, Jean-Hervé Lorenzi, vous parlez de la jeunesse. Vous, en tant que cercle des économistes, journée d'Aix-en-Provence qui sont programmées début juillet, vous avez lancé une sorte de consultation des jeunes. Alors, pour leur demander des idées. Un concours, parce que pour sortir de cette difficulté, il faut que la grande muette aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est pas l'armée, c'est la jeunesse. Il faut que notre jeunesse s'exprime, dise ce qu'elle veut. Donc, on a lancé un concours qui s'appelle Inventer 2020. C'est à eux d'inventer 2020, c'est pas à moi. Enfin, pas ma génération, moi évidemment pas, mais pas ma génération. Inventer 2020, donner des idées. Donc, nous allons inviter 100. Dans les 100, il y en aura 3 qui seront les lauréats parmi les lauréats et donc qui s'exprimeront avec des personnalités de tout premier plan. Je ne sais pas encore qui, mais on peut espérer le meilleur. Et ensuite essayer de faire avancer leurs idées. Voilà. Merci Jean-Hervé Lorenzi, donc président du Cercle des économistes. On aura l'occasion de reparler de ces journées d'Aix-en-Provence. Merci à vous et pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos de Thierry Lenz et de Jean-Hervé Lorenzi, vous avez bien sûr rendez-vous à tout moment sur publicsénat.fr.